Des trains tous les quarts d'heure aux heures de pointe entre Lyon et Saint-Étienne, c'est l'objectif de ce nouveau plan SERM qui lie la métropole à la région, en tout cas si l'état du réseau le permet. On ne s'interrogera plus de savoir s'il faut prendre un billet auprès de la métropole, auprès de la région, s'il faut louer son vélo auprès d'un autre opérateur. Et ben on essaiera de mieux gérer tout cela. Concrètement aussi, quelqu'un de Saint-Étienne pourra aller dans le centre de Grenoble avec la même carte, qui sera la carte Oura demain, c'est-à-dire que les mobilités aussi à l'échelle régionale devront être mieux organisées. Et concrètement, c'est plus de trains, un cadencement, c'est-à-dire plus régulier. C'est concrètement des trains avec une plus grande capacité pour qu'il n'y ait pas des gens, même quand le train arrive, qui restent sur le quai parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le train. Les gares, elles ont aussi une capacité d'absorption du nombre de trains limitée. Donc on est en train de bien organiser, bien coordonner tout ça. Ce service ne concernera pas que les trains, mais aussi les bus, les tramways et même les vélos de Saint-Étienne Métropole. L'objectif final en 2026 est de tout réunir au sein d'un même billet sur la carte Oura de la région. Et Saint-Étienne Métropole se prépare déjà à cette révolution dès 2025. La première étape, c'était l'année dernière, où nous avons ouvert à l'open payment, c'est-à-dire le paiement par carte bancaire directement dans les trams et les bus. À partir du mois de juin 2025, nous aurons donc la possibilité d'avoir des QR codes, un système de billettique interopérable qui sera mis en place dès le mois de juin avec l'intégration des services de la carte Oura au mois de septembre. C'est une billettique unique pour l'ensemble des modes de transport, d'aller d'un point A à un point B sans se poser la question en disant où je prends le type de transport, comment je le prends et combien ça coûte. En ce début d'année, c'est le lancement de ce projet SERM et des études qui vont avec. On aura un résultat opérationnel d'ici 12 mois, une fois les conclusions de ces études connues et une fois qu'on aura les financements aussi de l'État, compris du retard avec les mouvements politiques de l'année dernière. Non, toi t'es celui qui a la plus courte. Bras tendus vers l'avant, cheveux au vent, sensations et frissons sont garantis pour ces passagers. Et pour cause, ici, pas de vitres ni de parois, mais l'impression de pouvoir toucher les montagnes. Inaugurée en juillet dernier, Aérolive est la nouvelle attraction de la Plagne. La première télécabine à l'air libre a proposé une montée à plus de 3000 mètres d'altitude au-dessus du vide, avec une vitesse de 6 mètres par seconde. Regardez en bas aussi. Hein. Ce qui est sûr, c'est que là-bas, je risque pas de la lâcher. Ça fait quand même des sensations. Hein. Mais c'est vraiment sympa. La vue, le paysage, c'est vraiment beau. On a l'impression d'être vraiment en liberté. C'est vraiment très très bien. C'est magnifique. Un paysage démentiel. C'est extraordinaire. Au départ, c'est une appréhension. Mais honnêtement, ça vaut le détour. Mais avant de pouvoir profiter de cette ascension vertigineuse vers les sommets, il a fallu bien sûr s'équiper et surtout être briefé. Je vais vous prévenir, venez vers moi. Et à ce moment-là, c'est moi qui vais ouvrir la porte de la cabine, ouvrir le rail de sécurité. L'idée, c'est déjà de pouvoir expliquer un petit peu le fonctionnement de notre nouvelle cabine, qui est quand même très particulière, qui a ni vitre et qui a aussi un sol complètement ouvert où on peut voir à travers, avec un système où on est harnaché avec un baudrier et une longe pour se sécuriser. Du coup, effectivement, on est sur une cabine qui est en mouvement dans notre gare quand elle arrive. Et du coup, il faut effectivement préparer les gens, leur expliquer niveau sécurité comment ça va fonctionner pour qu'ensuite, en temps réel et en vitesse réelle sur le quai, que tout puisse bien se passer. Les consignes de sécurité données, il ne reste donc plus qu'à savourer l'expérience pour cette famille venue de Montpellier. 15 minutes en moyenne pour admirer les montagnes à perte de vue. Et vertige ou pas, difficile de ne pas en ressortir conquis. J'ai vraiment peur. On voit vraiment bien le vide. Mais par contre, pour les personnes qui sont à l'aise avec ça, franchement, ça peut être une expérience qui est top. C'est très beau. Et franchement, la vue, elle est à couper le souffle. On va pas se mentir, j'ai eu un peu peur quand même. Mais franchement, une fois qu'on est dessus, on a juste à regarder la neige et franchement, c'est impressionnant. Franchement, on n'a pas trop le temps de stresser. Moi, franchement, je me suis régalée. Une expérience insolite qu'il est donc possible de vivre été comme hiver. Il faudra quand même compter 49 € par personne pour embarquer à bord d'Aérolive. « 140 ans de savoir-faire grenoblois balayés d'un revers de la main.
La maison des gants Lesdiguières, fondée en 1885, est contrainte de baisser le rideau car sa matière première, la peau de chevreau, vient à manquer. Le maître gantier et meilleur ouvrier de France, Jean Strazzeri, a lutté jusqu'au bout pour que sa boutique reste ouverte. Après 60 années dans la profession, même 61 ans depuis cette année, eh ben, on met un terme un peu à notre fabrication, mais c'est pas de gaieté de cœur que l'on fait ça. J'ai fait ce que j'ai pu pour maintenir ma boutique et ma fabrication le plus longtemps possible. Et puis voilà, je suis obligé d'arrêter maintenant. Pour tout vous dire, j'étais pas préparé. J'aurais jamais pensé que j'arrêterais vraiment en raison du manque de matières premières. Depuis l'annonce de la fermeture, les derniers clients affluent pour profiter des promotions et essayer de trouver gants à leurs mains. Une vague d'entraide qui met du baume au cœur à l'équipe de l'établissement. Ça faisait 15 ans qu'on avait la boutique, donc on avait notre clientèle et ça fait chaud au cœur parce qu'il y a beaucoup de solidarité autour de tout ça. Ils veulent repartir avec leur dernière paire de gants de Grenoble. Le magasin ne désemplit pas. Les Grenoblois sont également venus remercier la famille Strazzeri qui représente l'héritage du Grenoble du 19e siècle lorsque la ville était la capitale mondiale du gant. C'était immuable en fait, donc de voir fermer ce magasin, c'était un peu crève-cœur, on va dire ça comme ça. À la fois très triste de la fermeture et en même temps très contente d'avoir pu prendre une paire d'avance pour quand j'aurai perdu ceux-là ou qu'ils seront trop abîmés. Un seul regret pour Jean, celui de ne pas avoir réussi à transmettre ses connaissances et à perpétuer son savoir-faire. Unique maître gantier au col tricolore, Jean Strazzeri est et restera à jamais le premier. Une texture lisse couleur ivoire, un talon concave et une croûte plutôt épurée. Pas de doute, ce sont bien ici les caractéristiques du Beaufort. Mais avant de devenir une meule à pâte pressée cuite, ce prince des gruyères typique de Savoie est passé par un processus de fabrication bien précis, comme ici à la coopérative laitière de Moutier. Là, on se trouve dans l'atelier de fabrication de Beaufort et comme on peut le voir, le lait qui a été collecté ce matin, donc le lait chaud de la traite du matin, plus le lait froid d'hier soir, est mis dans les cuves, chaudron de 6000 litres de lait, dans lesquels on va mettre jusqu'à 5400 litres de lait en ce moment pour faire 12 meules. On remplit, pendant qu'on remplit, ça chauffe. Et quand la cuve est pleine, à ce moment-là, le fromager rajoute la présure. Une fois cette enzyme naturelle ajoutée, place au décaillage pour obtenir des perles de fromage. Puis c'est au tour de la cuisson de faire son job. Le Beaufort appartient à la famille des fromages à pâte pressée cuite. Le pressage, c'est après. La cuisson, c'est dans le chaudron. On va monter de 33 degrés à 54 degrés en 40 minutes. Quand c'est bon, on attend encore un petit peu pour peaufiner les goûtages. Et après, on moule les fromages. Après moulage, les fromages restent en moyenne 20 heures sous presse, puis ils sont refroidis et immergés dans une eau saturée en sel. Ce n'est que 24 heures plus tard qu'ils rejoignent les caves d'affinage, où en moyenne 500 meules sont stockées à minima 5 mois, avec la particularité d'être affinées à la main et dans des caves datant des années 50. Il faut une température contrôlée, entre 6,5 et 9,5, 10 degrés. Et avec un taux d'hygrométrie assez élevé, entre 90 et 95%. Et au cours de cet affinage, les fromages sont retournés, donc ici à la main, et frottés avec de l'eau salée régulièrement. Quand on estime que la croûte a un petit peu séché, on les retourne et on les frotte. Pour autant, la coopérative évolue aussi avec son temps. Depuis 2012, des travaux ont permis de moderniser l'affinage, avec un robot réalisant les mêmes gestes que les salariés. Toutes les tâches difficiles de retournement à la main ou de faire tourner la meule sur le bord de la planche, c'est fait par le robot. C'est quand même nous qui décidons de la force de la brosse, la pression qu'on exerce, de la quantité d'eau qu'on injecte, du nombre de tours qu'on fait, et bien sûr qu'il va y avoir un contrôle visuel avant, quand est-ce que je déclenche les soins, et après, est-ce que ce que j'ai fait faire est à la hauteur de mes attentes. Un travail moins pénible pour les salariés donc, mais identique dans la technique, avec quelques mois plus tard des Beaufort qui se retrouveront en vitrine. En moyenne, la coopérative fabrique près de 18 000 meules chaque année. Il est 8 h du matin au centre de formation de Bourgoin-Jallieu et dans 4 heures, les 4 brigades faites d'apprentis vont devoir livrer leur version du dessert de l'Isère.
L'ambiance est formidable, ça sent bon. Ça sent le miel, ça sent la pomme, ça sent le coin, ça sent le chocolat, la vanille. Il y a des sourires sur tous les visages. Pourtant, l'enjeu est grand. Le meilleur dessert qui sortira de cette cuisine deviendra le dessert de l'Isère. L'objectif derrière ce concours, promouvoir la gastronomie iséroise et les produits du département. Car le cahier des charges est clair, la recette doit contenir pommes, poires, chocolat et bien évidemment des noix. Et certains prennent quelques risques dans les ingrédients. Je trouve ça assez habile de certaines équipes de pousser un petit peu le risque en utilisant les épices. Voilà maintenant la moitié du temps de préparation écoulé. L'un des coachs d'une des brigades retranscrit l'ambiance du défi. Là, ça se passe plutôt bien. Ils sont assez détendus, ils ont envie de prendre du plaisir. Et on est plutôt dans les temps. Tout se passe bien, il n'y a pas eu de ratés. J'espère qu'il n'y en aura pas. Et des ratés, il n'y en a eu aucun. Les apprentis qui ont pu s'entraîner assez pour le concours ont toutes et tous réussi à rendre dans les temps leur création. Maintenant, place au jury. Les délibérations faites, c'est l'onctueuse qui remporte cette édition du meilleur dessert. 2 pâtes sablées avec d'un côté une poire pochée et de l'autre de la crème chocolat chartreuse et de la crème aux noix. La concurrence a été telle que le jury a eu beaucoup de difficultés à choisir le gagnant. Les 4 pour nous méritaient de faire partie des desserts de l'Isère. Au final, c'était un régal total et un moment de partage et de bonheur. Derrière ce dessert, ce sont 2 apprentis, Émilie et Léo, mais surtout... Beaucoup d'émotions, parce qu'il y a eu beaucoup de travail. On est parti vraiment à l'opposé et on a réussi. Donc je suis très fière de ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi je trouve comme quoi ça a été une sacrée bonne aventure déjà, parce qu'on a pu découvrir beaucoup de monde, partager avec beaucoup de gens. Franchement c'est encourageant. Moi plus tard, si on me repropose des concours de ce type, je le ferai avec grand plaisir. Même sans forcément gagner, mais juste y participer, c'est déjà magnifique, c'est déjà génial. Une victoire qui donne envie de voir en grand. J'espère atteindre un jour les MOF et le gagner. Alors qui sait, dans l'avenir, ces apprentis s'affronteront peut-être pour devenir là ou le meilleur ouvrier de France. Non, vous ne rêvez pas, vous venez de monter dans un camion où se joue un opéra à Place Bouvier à Montbrison. Un projet mis en place par l'Opéra de Lyon et la région. 9 départements traversés et Montbrison n'a pas hésité à rejoindre la tournée sur un coup de fil. C'était il n'y a pas 3 semaines. J'attends le signal. Le directeur de l'Opéra de Lyon, un dimanche, me contacte pour me proposer ce que nous avons aujourd'hui. Et très franchement, j'ai dit oui tout de suite. C'était une très belle opportunité, l'occasion de faire découvrir l'opéra à Montbrison sous une forme assez exceptionnelle. Des gradins amovibles, du aller vers tel qu'on le pratique sur Loire-Four Agglomération. Aller vers le public, aller sur les territoires. C'est aussi le credo que s'est donné l'actuel directeur de l'Opéra de Lyon, le Stéphanois Richard Brunel, ex-élève de la Comédie, longtemps directeur de la compagnie Anonyme, qui n'a pas oublié les leçons du maître de la décentralisation, Jean Dasté. Le public, c'est 1 + 1 et 1 par 1 qu'il faut amener vers la création contemporaine. Écoute, depuis que j'ai été nommé à la direction de l'Opéra national de Lyon, évidemment, j'ai pas oublié d'où je viens, j'ai pas oublié mes rencontres avec Jean Dasté il y a maintenant assez longtemps. C'est tout à fait le positionnement de l'Opéra de Lyon, de s'ouvrir et de s'interroger et de partager avec du public par ailleurs qui ne connaît pas forcément l'opéra, qui ne connaît pas forcément la musique et qui n'a jamais été confronté à une soprane et un baryton à 1,50 m. Alors pour cet opéra de poche, Le Sang du glacier, Richard Brunel a choisi un livret contemporain et non pas la facilité. Un livret qui s'est écrit autour d'une réalité, les glaciers fondent, se réchauffent et des algues rouges les recouvrent. Tout d'un coup, ce que ça évoque en imaginaire, le sang des glaciers ou le sang du glacier, on peut tout à fait imaginer après une contamination de l'eau, un assèchement du fleuve. Enfin, on peut vraiment pousser le bouchon et c'est ce qu'ont fait les 3 artistes. Elles ont inventé une dimension plus onirique. 2 artistes lyriques incarnent les frères et sœurs ingénieurs glaciologues et le père, enfoui sous la glace, qui refait surface. Les musiciennes sont, elles, derrière un tulle, carrelé façon Jean-Pierre Reynaud. Et leur son de harpe, violoncelle ou accordéon grince devant le danger, des sons inédits, très organiques. Alors, la compositrice Claire-Mélanie Sinubert a utilisé nos 3 instruments avec une symbolique
En ce qui concerne l'accordéon, il est plus en référence à la glace. Il y a, et pour la harpe, pour la harpe, c'est le côté aquatique, il me semble. Ouais, le mouvement de l'eau. Voilà, c'est ça. Et notre troisième comparse au violoncelle fait le lien entre nous deux. Et le violoncelle s'apparente à la voix humaine, donc elle fait un peu la troisième voix de l'opéra. Un opéra qui nous fait entendre des sons concrets, grincements, glissés, presque des grognements d'animaux. Et le glacier qui s'envahit de rouge. Un opéra symboliste, un camion nomade à Montbrison, avec une représentation ce mercredi soir à 20h et demain à 14h30.